Quitter cet hôtel de ville, cette fois-ci de mon plein gré, est pour moi, évidemment, un crève-cœur. Comme vous le savez, j'ai accepté la proposition de M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. C'est une exfiltration, et pas discrète. C'est au vu au-dessus de toute la nation, annoncé avant même le remaniement. Donc oui, c'est une exfiltration pour que Richard Ferrand puisse répondre tranquillement aux enquêteurs dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. S'il est convoqué une fois, 2 fois, 10 fois, l'agenda est beaucoup plus souple pour un président de groupe, beaucoup plus invisible que pour un ministre, où évidemment chaque convocation devient un incident politique. Par ailleurs, ça le met à l'abri du bouclier de l'immunité parlementaire. Alors c'est pas un bouclier imparable, on peut convoquer sans demander la levée d'immunité parlementaire. Des tas d'actes de justice sont possibles malgré l'immunité parlementaire, mais tout de même, ça le protège un petit peu. Et puis enfin, si ça tourne mal, s'il y a une mise en examen, eh bien Richard Ferrand ne démissionnera pas du Parlement. Un parlementaire présumé innocent, mis en examen, reste parlementaire, tandis que s'il avait été ministre, là, il y avait démission, donc il y avait crise. De me nommer au Conseil constitutionnel. Eh bien, je proposerai très rapidement une réforme constitutionnelle par référendum aux Français pour procéder à toute une série de démocratisation de notre système politique. D'abord avec la démocratisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'actuellement, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis, nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de telle sorte que l'on a en réalité des personnes qui sont issues du sérail politique et qui sont des amis des uns et des autres. Allez regarder la liste des membres du Conseil constitutionnel. Vous avez également des anciens présidents de la République qui en font partie. Moi, je propose que l'on en vienne à un système un peu comme nos amis allemands, c'est-à-dire que ce soit des magistrats n'ayant aucune prise de position politique connue, ayant eu au moins 20 ans d'expérience professionnelle et qui soient élus par les assemblées en fonction de leurs critères, de leur qualité professionnelle uniquement, avec interdiction pour eux de jamais prendre la moindre prise de décision politique que ce soit. Et qui jugeront uniquement en droit et non pas en opportunité politique. C'est notamment pour défendre la Constitution. Ce sont des choses très importantes que je dis. Nous n'aurons pas, comme certains conseils constitutionnels, certaines décisions antérieures qui disent « ce traité européen est contraire à la Constitution, donc on va changer la Constitution ». Eh bien, nous aurons un Conseil constitutionnel, après cette réforme, qui dira « ce traité est contraire à la Constitution, donc on ne peut pas ratifier ce traité ». C'est pour moi un honneur et je l'en remercie. C'est d'abord un problème pour M. Hollande et pour la gauche. Pour moi, M. Macron est le co-auteur de la désastreuse politique économique qui a été conduite depuis 2012. Il essaye aujourd'hui sans doute de se refaire une virginité, mais ce n'est pas ça qui est de nature, me semble-t-il, à inspirer confiance. Il a vite appris la politique politicienne. D'abord la trahison vis-à-vis de François Hollande, qui l'a poignardé dans le dos. Et puis maintenant, ces jeux qui ne m'intéressent pas. Moi, j'ai un projet politique. Alain Juppé admire Emmanuel Macron et n'hésite pas à le dire en public. Hier, le maire de Bordeaux s'est laissé aller à des confidences, quelques déclarations et beaucoup d'éloges sur le locataire de l'Élysée. Ce qui a changé, c'est le style. On a un président qui s'investit. Principal sujet de satisfaction pour Alain Juppé, la politique européenne d'Emmanuel Macron. Le discours sur l'Europe prononcé par le président à la Sorbonne début octobre a séduit le maire de Bordeaux, à tel point qu'il évoque même la possibilité d'une alliance sous la forme d'un grand mouvement central pour les élections européennes de 2019. La question est de savoir qui prendra le leadership. Mais si Macron reste dans la ligne de son discours à la Sorbonne, je ne vois pas d'incompatibilité. Depuis plusieurs semaines, j'ai en moi-même pris la décision de ne pas me représenter en mars 2020 à l'élection municipale. Le temps est venu de nouveaux visages et de nouvelles équipes. J'ai aussi une raison plus personnelle. La vie politique est comme toujours un combat. Premièrement. Deuxièmement, je croyais que les épreuves de la vie avaient enfin débarrassé Alain Juppé de cette épouvantable arrogance, de cet épouvantable mépris dont il accable depuis toujours tous ceux qui sont en désaccord avec lui. Eh bien, force est de constater que non.
Hein, j'ai déjà vécu ça pendant la campagne des européennes. Je l'ai pris sur le ton de la plaisanterie. Quand il vous avait dit que vous deviez vous mettre en congé de l'UMP, c'est ça. C'est ça. Monsieur Juppé a des leçons de morale, mais qui ne se souvient de son histoire? Pour donner des leçons de morale, il faut être exemplaire. Alors, des leçons il ne l'est pas. Vous faites référence à sa condamnation. Il a une histoire. Voilà. Vous faites référence à quoi? À sa condamnation? À son histoire. Tout le monde ira voir. Ce jour-là, il n'a fallu qu'une vingtaine de minutes pour que le destin d'un homme politique bascule. Alain Juppé se présente la tête haute à l'audience. Il en repart abattu, touché. Entre-temps, il y a eu ces mots qui font mouche. 18 mois sursis, inéligible. Il a trompé la confiance du peuple souverain. L'onde de choc est totale, à l'UMP comme à Matignon. Je suis surpris par la décision du tribunal de Nanterre. C'est à Bordeaux, sa ville, qu'Alain Juppé confesse que rien ne sera plus comme avant. Chers amis, vous vous doutez que depuis vendredi, je traverse des moments difficiles. L'onde de choc touche aussi la magistrature. Effraction, menaces, écoutes téléphoniques. Les juges de Nanterre ont-ils délibéré sous pression? 3 mois plus tard, l'affaire dans l'affaire se dégonfle. Aucune des 3 enquêtes diligentées en haut lieu n'a confirmé ces rumeurs. Une simple lettre adressée aux militants de l'UMP, Alain Juppé se retire progressivement de la vie politique. D'abord la présidence de l'UMP, ensuite son siège de député. Autant de signes envoyés aux magistrats, ceux qui l'ont condamné comme ceux qui vont le juger à nouveau. Maître Fartois, qui avait obtenu en appel la relaxe de Roland Dumas, a rejoint la défense d'Alain Juppé. On la jouera modeste, dit-il. À Versailles, Alain Juppé pourrait reconnaître des erreurs, des négligences, bref, responsable mais pas coupable. Pour l'avocat de la ville de Paris, Alain Juppé est condamné à changer de stratégie de défense. Il importe, pour ceux qui avaient des responsabilités à l'époque, je dirais, de les prendre jusqu'au bout. Peut-être d'ailleurs, s'ils les prenaient jusqu'au bout, l'opinion, et puis finalement les juges, auraient à leur tour une meilleure opinion. À Versailles, l'objectif d'Alain Juppé est simple, éviter d'être condamné à nouveau à une peine d'inéligibilité. Il m'en dira voir ce qu'a été son histoire, je ne la lui reproche pas, il a payé ce qu'il devait payer, mais enfin, ça donne pas l'autorité, la légitimité nécessaire pour pouvoir donner des leçons aux autres. Des leçons de politique. Mais là aussi, on juge les gens sur ce qu'ils ont accompli. Hein, il faut se souvenir de 1995. Bon, moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus de recevoir des leçons de gens qui n'ont aucune légitimité à en donner. Et qui pourtant est aujourd'hui le candidat favori de votre... Donc M. Juppé, le candidat favori de la droite à l'élection présidentielle. Il garde ses leçons pour lui-même. Hein. Nous avons des divergences profondes sur la politique, sur la République, sur l'État, sur la nation, sur l'Europe, où nous les assumons sans arrogance, sans mépris, sans cette morgue insupportable qui est celle des technocrates, qui nous a amenés d'ailleurs à la situation actuelle et au discrédit de la classe politique, qui véhicule une pensée unique et une orthodoxie qui ont été un désastre pour la République française et pour la démocratie française depuis 30 ou 40 ans. Donc on laisse ça de côté, hein, on expose gentiment ces différences et ces divergences. J'en ai une. Je pense que ne pas critiquer la justice au prétexte qu'elle serait absolument sacrée, qu'elle ne serait même pas une institution humaine, hein, que les gens qui la servent ne seraient susceptibles d'aucune défaillance est parfaitement irresponsable pour un républicain. Parfaitement irresponsable. Extraordinairement dangereux. Non mais alors quoi? Je ne peux pas critiquer l'Europe parce que l'Europe telle que la voit M. Juppé, elle est sacrée. La justice telle que l'imagine M. Juppé, elle est sacrée. La politique économique telle que l'imagine M. Juppé, elle est sacrée et il faudrait se taire. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Voilà, je le lui dis. Et s'il veut que le débat continue sur un ton désagréable, eh bien, il n'a qu'à continuer comme ça. Ce combat. Et je l'ai fait pendant plus de 40 ans, avec des bonheurs divers, mais toujours avec passion. Aujourd'hui, l'envie me quitte. Tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbale et physique, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites, dont tout pays a pourtant besoin, pourvu qu'elles ne se reproduisent pas par cooptation, mais qu'elles soient ouvertes à la société tout entière. Bref, dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux,
l'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter. Les Français veulent un profond renouvellement de leurs dirigeants politiques et à l'évidence, je n'incarne pas ce renouvellement. Cette aspiration de l'opinion me semble plus forte que le besoin de solidité et d'expérience. Et deuxièmement, les récentes péripéties ont encore accru l'exigence d'exemplarité anti-français vis-à-vis de leurs femmes et de leurs hommes politiques. Et ici encore, je ne peux répondre pleinement à cette exigence, même si la justice qui m'a condamné m'a exonéré de tout enrichissement personnel. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Bordeaux la belle tout court. Je te souhaite bon vent. Oui, la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel est une surprise. Ça n'est en revanche en rien une incongruité et c'est même une bonne idée. C'est une surprise parce que le secret a été bien gardé, qu'on s'attendait à ce que Richard Ferrand nomme plutôt quelqu'un avec un profil technique et que c'est un politique qui est nommé. Donc, disons les choses, c'est une surprise. Ça n'est en rien une incongruité parce que le Conseil constitutionnel, d'abord, est présidé par une personnalité politique, Laurent Fabius. Mais avec lui, avant lui, il y avait Jean-Louis Debré, puis avant Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, etc. Donc, les politiques qui sont relativement nombreux, on sait que Laurent Fabius va remplacer Lionel Jospin, qui a un profil assez comparable au sien. Et puis, il a surtout les qualités personnelles qui lui permettent d'apprendre vite à devenir un spécialiste de droit constitutionnel. Bon, il a des qualités intellectuelles connues, il est cultivé, il est extrêmement travailleur, et de même que tout le monde reconnaît que Lionel Jospin a très bien rempli son rôle de conseiller constitutionnel, a priori, ça sera la même chose pour Alain Juppé. Donc Alain Juppé qui remplace Lionel Jospin, ça signifie que la carrière politique d'Alain Juppé s'arrête là ? Ah bah elle s'arrête pile, ça c'est bien clair. Il a eu une carrière politique qui est à la fois prestigieuse, mouvementée, frustrante, puisqu'au fond il était préparé pour être président de la République, il ne l'aura jamais été. Mais on sait qu'il était le fils favori de Jacques Chirac, au grand chagrin et même à la fureur de Philippe Séguin et à la nostalgie de beaucoup d'autres. On sait qu'il était aussi quelque chose comme la Rolls de l'UMP, c'est-à-dire que pendant 30 ans, il a dominé intellectuellement l'UMP, il faut dire d'assez loin. Bon, ça va être un problème pour la ville de Bordeaux, qui l'a littéralement réveillé, métamorphosé, transformé, modernisé, et qui maintenant va avoir besoin d'un maire, alors même qu'il n'avait pas de successeur évident du tout. Et ce rôle, le rôle du Conseil constitutionnel, il ne cesse de s'élargir ? Oui, le Conseil constitutionnel a gagné en autorité et même en prestige international progressivement. Au début de la Ve République, sous le général de Gaulle et sous Georges Pompidou, son rôle était modeste et pas très flatteur. Il est devenu de plus en plus un des rouages essentiels de la Ve République. C'est d'ailleurs très bien de ce point de vue qu'il y ait des personnalités fortes qui y siègent. Mais disons que la nomination d'Alain Juppé, ça va faire plaisir à Édouard Philippe, qui était un grand juppéiste. En revanche, ça va priver Emmanuel Macron d'un allié actif pendant la campagne européenne pour laquelle Alain Juppé, on le sait bien, avait pris des positions très proches de celles d'Emmanuel Macron. Merci Alain. Sur Alain Juppé. Alain Juppé qui d'un seul coup est présenté, alors en tout cas c'est le cas à Paris, sur les kiosques à journaux. On voit, alors c'est le magazine, je ne sais plus quoi, Le Point, bien entendu, ou alors il y a un magazine, je ne sais plus quoi, City, ou je ne sais plus. Et puis alors, monsieur Juppé vient de nous gratifier du fruit de ses réflexions en sortant un ouvrage qui s'appelle « Pour un État fort ». Alors je me suis pas précipité pour acheter ça, j'ai vu qu'il y a quelques comptes rendus. Si j'ai bien compris, c'est du FN Light, c'est-à-dire haro sur l'islam, haro sur comment dirais-je, la déstabilisation, le terrorisme, et c'est ça. Je ne dis pas que ce ne sont pas des problèmes, on l'a déjà dit 50 fois. Enfin, il n'y a pas un mot, bien entendu, sur les vrais sujets du moment, c'est-à-dire la destruction de notre République française,
complètement assujetti à l'OTAN, à l'Union européenne, complètement son économie détruite par l'article 63 et qui organise les délocalisations, détruite par son manque de compétitivité à cause de l'euro, sur également notre politique, la politique des euro-régions qui vise rien moins qu'au démantèlement pur et simple de la France, et on ferme boutique sur un pays qui a 1500 ans d'âge. Là-dessus, M. Juppé, rien, pas un mot. Il embraye en définitive le cheval de bataille actuellement de cette caste politique de plus en plus inquiétante. Je disais tout à l'heure que le gouvernement français actuel est, et je le maintiens, le gouvernement le plus à l'extrême droite de France depuis 1944. Eh bien, ça n'est pas assez pour M. Juppé qui nous promet un État fort, mais un État fort... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans les circonstances actuelles, ça veut dire qu'il faut faire plus encore. Et ça veut dire il veut faire quoi exactement, M. Juppé, hein? C'est quoi au juste? C'est restreindre encore davantage les libertés publiques? Il veut peut-être passer de l'état d'urgence à l'état de siège permanent, j'en sais rien. Voilà. Alors, M. Juppé arrive tout auréolé de son appartenance à l'ancien RPR, de son ancienne proximité avec Jacques Chirac. Donc on fait croire au bon peuple français que en fait ce serait le retour du chiracisme et éventuellement du gaullisme. Alors, bon, pas besoin de dire que M. Juppé n'a absolument rien de gaulliste, mais il a également pas grand-chose de chiracien. M. Juppé, à en croire les informations qui circulent sur Internet, qui n'ont d'ailleurs pas été démenties, je rappelle que M. Juppé, après avoir été condamné pour abus de biens publics, il faut quand même le rappeler, a donc pris la poudre d'escampette, est allé se faire oublier comme professeur au Québec, et paraît-il qu'il serait à cette époque-là allé aux États-Unis, aurait été stagiaire au Pentagone et aurait en fait embrassé les vues des néoconservateurs américains. En tout cas, je l'ai déjà dit, je le répète, M. Juppé est le copier-coller de toutes les positions les plus extrêmes de tous les néoconservateurs américains. M. Juppé en ferait presque par moments regretter Nicolas Sarkozy. Il est encore plus sur la longueur d'onde de Washington que Nicolas Sarkozy. On l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque Nicolas Sarkozy, j'en avais parlé dans un entretien d'actualité récent, lorsque Nicolas Sarkozy s'était dit « bon sang, mais c'est bien sûr, la Russie est un grand pays », et donc s'était précipité à Moscou. Vous l'avez vu, je l'avais rappelé, Vladimir Poutine s'était fait un petit plaisir de faire patienter pendant 1h30, de faire antichambre à M. Sarkozy. Eh bien, aussitôt, incontinent, M. Alain Juppé avait dit que quant à lui, il fallait toujours... il avait pris ses distances avec ce voyage de M. Sarkozy en Russie, et il avait dit qu'il fallait sanctionner la Russie. Je mets quiconque au défi de trouver sur un sujet actuel, de l'actualité, dans tous les domaines que ce soit, le moindre feuille de papier à cigarette à glisser entre les positions de M. Juppé et celles du département d'État et du Pentagone et de la Maison-Blanche. Rien. Voilà. Ce que vous dites, c'est contagieux, Bordeaux? J'espère que l'esprit de Bordeaux est contagieux. J'en doute un petit peu depuis quelques semaines, quand je vois ce qui se passe le samedi, parce que l'esprit de Bordeaux, c'était l'esprit de modération, cher à Montaigne et à Montesquieu. La ville blonde, n'est-ce pas? Blonde grâce à l'oxyde de fer, étonnamment. Oui, une fois ravalée. Une fois ravalée. Elle fut noire, il y a peu de temps encore. Alain Juppé, revenons à l'Europe, puisque ça va être notre beau souci ce soir. Quel est l'événement européen de l'année pour vous? Dans l'embarras du choix, on peut prendre des événements inquiétants, le Brexit, les élections italiennes, plus rassurant encore que Katowice, bien sûr, avec la COP24. J'ai choisi les consultations citoyennes. C'est une idée française qui a été lancée par le président Macron avec l'objectif de faire s'exprimer les citoyennes et citoyens de l'Europe sur la façon dont ils voient l'Europe. Les 27 pays de l'Union européenne l'ont adopté. En France, ça s'est bien passé. Il y a eu d'un millier de contributions, 70 000 personnes. C'est beaucoup, un millier de contributions? Alors, il s'agit de savoir si on met des lunettes roses ou des lunettes plutôt grises. Elles ont l'air roses, les vôtres. C'est beaucoup parce que ça a permis de dégager certaines lignes de force, en particulier la conscience qu'ont les Européens, ceux qui ont été consultés en tout cas, qu'on est plus protégés ensemble que séparément. C'est important. Que l'Europe peut nous défendre, par exemple, face aux grands du numérique.
Et puis que l'Europe peut être porteuse d'un nouveau rêve aussi, le rêve écologique, c'est important. Alors, quand on regarde les choses avec moins d'optimisme, c'est vrai qu'il y a 500 millions d'habitants, non ? 510, 511. 511, exact, oui, et 70 000 personnes consultées, voilà. Ça relativise un peu l'exercice, un tout petit peu. Mais il a eu le mérite d'exister. On va continuer à parler de l'Europe. Alain Juppé, vous les appelez la coalition des casseurs de l'Europe, ces forces centrifuges et centripètes qui en veulent à l'Europe. Ils sont nombreux. Il faut refonder l'Europe, il faut d'abord la défendre contre ceux qui veulent la détruire. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un président des États-Unis désigne l'Union européenne comme un ennemi. On peut relativiser ce propos quand on connaît la personnalité de M. Trump, mais c'est quand même un peu inquiétant. De l'autre côté, Poutine encourage les hostilités en Ukraine. La Chine est plus habile, elle cherche à nous diviser. Il y a les ennemis de l'intérieur qui contestent les valeurs fondamentales de la démocratie européenne, pas le libéralisme, la liberté, l'équilibre des pouvoirs, la liberté de la presse, la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu, Bordelais s'il en fut, etc. Donc l'Europe est attaquée de tous les côtés. Et ce qui me rassure dans ces consultations citoyennes, c'est qu'il y a quand même le sentiment que séparés, nous deviendrons des vassaux. Et que si nous voulons rester libres, souverains, il vaut mieux que ce soit au niveau européen que séparés les uns des autres. Il y a aussi l'idée que l'identité nationale n'est pas incompatible avec l'identité européenne. L'Europe patrie, ça peut exister. On peut être à la fois français et européen. Et moi, je me sens à la fois français et européen. Après 50 ans d'histoire, les Allemands sont toujours allemands. Les Français sont toujours français, les Italiens sont toujours italiens. Donc il n'y a pas contradiction entre les deux. Quant aux attaques portées contre l'Europe, ça m'amuse parfois d'entendre le discours de M. Salvini, qui bombe le torse, naturellement. La Commission n'a qu'à bien se tenir. Oui, on l'a cité, c'est pour ça que je ne rappelle pas sa qualité. La Commission n'a qu'à bien se tenir. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il file doux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la Commission qui décide, ce n'est pas les 3% qui sont l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand on a des dettes, il faut les financer. Et pour les financer, on a besoin de prêteurs. Et quand les prêteurs n'ont plus confiance, les taux d'intérêt montent. Et M. Salvini est confronté à cette situation. Il se rend compte qu'il doit calmer beaucoup ses ambitions budgétaires s'il ne veut pas aller complètement au dérapage. Donc les règles européennes, ce n'est pas des règles technocratiques. C'est des règles de bon sens. Elles sont ressenties comme ça, souvent. Eh bien, c'est bien pour ça qu'il faut lutter contre les mensonges, les déformations. Ce n'est pas les gnomes de Bruxelles qui gouvernent à Bruxelles. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Donc la première chose à faire pour l'Europe, c'est de dire la vérité et de ne pas laisser se répandre les mensonges que nous entendons du matin au soir. Claude ? Est-ce que vous avez l'impression d'un combat qui se reproduit ? Il y a un gros quart de siècle, le pays qui doutait de l'Europe, c'était nous. Le mouvement politique qui doutait de l'Europe, c'était le vôtre, le mouvement gaulliste. Et avec Jacques Chirac, aux côtés de Jacques Chirac, vous avez joué un grand rôle pour convertir le gaullisme et donc la France à l'idée européenne. Est-ce que ce combat peut être recommencé, prendre les gens qui doutent et les amener à l'Europe ? J'ai une petite divergence d'analyse avec vous. Je pense que le général de Gaulle a été un grand Européen. Je parlais du moment chiracien et du moment du référendum de Maastricht, oui, mais qui n'était pas indifférent. Vous soulignez que Jacques Chirac s'était engagé pour l'Europe dans un mouvement qui avait une tradition pas très européenne. Ça se discute. Enfin, peu importe, c'est l'histoire. Alors, disons qu'on était passé de l'appel de Cochin à l'influence de Juppé. Oui, mais enfin, il y a eu toujours au sein du mouvement gaulliste aussi Chaban, qui était un grand Européen, et puis Michel Debré, qui était un peu moins européen. Vous voyez que c'était assez complexe. Mais enfin, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, donc regardons les choses en face. Je le répète, il faut redonner une ambition à l'Europe, et il y a fort à faire pour cela. Il faut que le débat des élections européennes, que vous avez signalé tout à l'heure, ne soit pas un référendum pour ou contre le gouvernement de chacun des 27 États de l'Europe, mais un vrai débat sur ce que nous attendons de la construction européenne. Là aussi, je suis parfois moins pessimiste que je ne veux bien le dire. J'ai fait faire récemment, quand j'ai invité mes amis à Bordeaux, un sondage auprès de l'opinion publique française. 70% des Français sont favorables à une armée européenne. Et l'armée européenne, avec la monnaie, c'est ce qu'il y a de plus intégrateur. Il avait été appelé de ses voeux par Emmanuel Macron. Il avait appelé à la constitution de l'armée européenne. Emmanuel Macron, c'est très bien, mais si 70% des Français sont d'accord, c'est encore mieux. Donc ce qui prouve qu'il y a quand même un terreau dans l'opinion publique qui est conscient de ce que l'Europe peut nous amener. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'emprunter de l'argent, parce qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont de l'argent à leur prêter. Alors c'est comme ça, c'est ça les marchés financiers. On peut décider qu'on va confisquer l'argent de ceux qui en ont, pour le donner à ceux qui en ont besoin. C'est possible. Il faut en mesurer les conséquences. Et puis, ce qui me frappe aussi, on parle beaucoup de démocratie, c'est parfait. Enfin, M. Tsipras est élu
en disant qu'on va voir ce qu'on va voir et qu'il va faire plier l'Europe. Le lendemain du référendum, il se conforme à la quasi-totalité des demandes que lui présente l'Europe. Et il a bien fait parce que son pays est en train de s'en sortir, comme le Portugal. Mais le peuple grec à bon droit peut considérer qu'il a été floué et que l'Europe a tordu le bras de la démocratie, etc. Le peuple grec peut-être va en tirer le bénéfice parce que la situation économique de la Grèce est en train de se rétablir. Hein. Et c'est après ça des aussi années de sacrifices. Après des sacrifices considérables, c'est bien vrai, mais aussi après des erreurs considérables. Hein, dans la gestion de la Grèce. Bon, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois la démocratie a bon dos. M. Salvini et le mouvement 5 étoiles ont fait campagne les uns contre les autres, avant l'élection. Le lendemain, ils se mettent ensemble pour défendre un projet qui n'a ni queue ni tête. À propos de Matteo Salvini. C'est pour ça que la défense de la démocratie par ces mouvements populistes, il faut la relativiser. Pour moi, la démocratie... Ça s'appelle des coalitions parlementaires. Oui, bien sûr. Ben, c'est pareil en Allemagne. Hein, quand on nous vante les mérites de l'élection, du scrutin proportionnel, en Allemagne, avant les élections, le SPD dit plus jamais de coalition avec la CDU-CSU. 6 mois après, coalition. Vous voyez que le scrutin proportionnel n'est pas gage de démocratie. Claude, imposez-vous. Je voudrais savoir... Juste une question, des pays comme le nôtre, s'il n'y a pas de renversement de régime chez nous, vont vivre de manière durable. Vont vivre de manière durable avec des gouvernements de type autrichien ou de type italien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de diplomatie à mettre à côté du discours sur les valeurs pour apprendre à fabriquer l'Europe avec des gens comme M. Salvini qui, selon vous, ne sont pas de vrais Européens? Mais on fait plein de diplomatie. À Bruxelles, on finit toujours par s'arranger. Donc la Commission est très arrangeante, bien sûr. Il ne s'agit pas de se déclarer la guerre, mais il faut être ferme sur les valeurs. Mais est-ce que ça peut être des pays... Est-ce que ces pays qui sont gouvernés par les populistes doivent être considérés par les autres pays comme des pays mineurs à qui on Ils ne sont pas mineurs, mais à partir du moment où on n'est pas d'accord sur des valeurs fondamentales, je ne sais pas, je vous pose la question à vous. Est-ce que la liberté de la presse est une valeur fondamentale de la démocratie européenne ou pas? Quand il y a un pays qui la viole, est-ce qu'on va lui dire « bravo, merci beaucoup, vous êtes européen, on n'a rien à vous dire » Non, notre devoir, c'est de dire « on n'est pas d'accord et vous n'êtes pas en conformité avec les droits fondamentaux de l'Europe ». Pourquoi est-ce que l'Europe, aujourd'hui, est en souffrance? D'abord parce que les peuples ont le sentiment qu'elle est impuissante et inefficace, il faut lui redonner de l'efficacité. Et deuxièmement, parce qu'on a perdu le sens. Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on a quelque chose en commun? Est-ce qu'on a des valeurs en commun? Est-ce qu'il y a une identité européenne et une culture européenne? Erasmus peut être une a son siège à Bordeaux. Je vous l'apprends peut-être, vous le savez peut-être. Qui permet aux étudiants de faire leurs études à l'étranger. Et c'est formidable, Erasmus, parce que les étudiants qui vont voir ce qui se passe dans un autre pays européen, eh bien, ils deviennent un peu plus ouverts d'esprit que ceux qu'on entend parfois ici et un peu moins repliés sur eux-mêmes. Donc la culture et l'éducation, c'est aussi un projet européen fondamental. Un projet contre la barbarie. Une dernière question. Oui, à propos des Gilets jaunes, on entendait parler dans le best-of. On a beaucoup dit des Gilets jaunes que c'était un mouvement spontané et apolitique. Et là, on vient d'apprendre qu'ils essayaient de se constituer pour une liste pour les élections européennes. Est-ce que vous feriez un parallèle entre les Gilets jaunes français et le mouvement 5 étoiles en Italie, qui a commencé dans la rue et sur les réseaux sociaux et qui est devenu une force politique aujourd'hui? Est-ce que vous prédisez le même avenir? Je ne sais pas. Je ne ferai pas de prédiction parce que l'Italie est l'Italie, la France est la France. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement est complètement atomisé. Et qu'après avoir... Si, je les ai reçus à Bordeaux, une délégation voulait me voir, j'ai dit OK, ils sont arrivés à 30. Et sur les 30, chacun avait un point de vue différent. Il y a un désir de traduction politique. Oui, et, que ça se traduise politiquement, pourquoi pas, mais il y a une occasion pour cela, les élections. La démocratie représentative est un bien précieux. Qu'il ne faut surtout pas liquider, parce qu'il n'y a rien d'autre à la place, comme l'a dit un jour Winston Churchill. Cela dit, elle est malade, et il faut la régénérer par de la démocratie participative. Enfin, c'est une idée vieille comme un certain nombre d'années. Pierre Rosanvallon, le fameux politologue, a distingué, il y a 10 ou 15 ans, la démocratie d'autorisation. On autorise des élus à exercer le pouvoir pour vous, et la démocratie d'exercice, on garde le pouvoir d'exercer sa propre capacité de décision. Et c'est ça qu'il faut arriver à concilier. C'est relativement faisable dans une ville, c'est plus difficile au niveau d'un État. C'est ça qu'il faut inventer, c'est peut-être ça que les Gilets jaunes vont nous aider à inventer. Qui sait? Il n'était pas étonnant que dans ces conditions, eh bien, on en fasse, enfin les grands médias aient entonné le chant d'Alain Juppé président. On a même vu, chose assez incroyable, sur le site internet Huffington Post, dont je rappelle qu'il est dirigé par Madame Sinclair, l'ancienne épouse du regretté Dominique Strauss-Kahn, eh bien, on a même vu sur ce site un article où il disait que mathématiquement, je cite de mémoire, c'est pas le verbatim exact, mais c'était mathématiquement,
il était prouvé maintenant que Alain Juppé serait de toute façon élu président de la République. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. On est à 1 an et 3 mois des élections présidentielles. À la limite, à en croire le Huffington Post, à en croire tel ou tel sondage de Harris Interactive ou je ne sais pas quoi, ou d'Odoxa, eh bien, en fait, il n'y a même plus besoin d'aller voter. Les enfants, allez, c'est terminé. Autant nommer M. Juppé tout de suite, et puis voilà, basta. Donc tout ça, les Français, il y a des Français malheureusement, ceux qui regardent matin, midi et soir TF1 et qui croient qu'Alain Juppé est gaulliste, malheureusement ça existe, ceux-là ils n'ont pas encore compris. Mais il y a quand même de plus en plus de Français qui sont quand même pas complètement débiles et qui voient bien qu'il s'agit d'une opération de pur marketing, qu'il s'agit du lancement décidé par l'oligarchie euro-atlantiste, qui a fait son choix, qui a dit ça sera maintenant Alain Juppé, et qui donc est en train de mettre en condition l'opinion publique. Au cours de la semaine écoulée, vous leviez un matin, vous mettiez la radio, toc, c'était Alain Juppé. Le lendemain matin, vous disiez, tiens, je vais changer de radio. Paf, vous retombiez sur Alain Juppé. Voilà. M. Juppé faisait et lançait pour passer. Pas besoin de dire qu'on va certainement le voir chez Bourdin, sur RMC, en veux-tu du Juppé, en voilà, et n'en veux-tu pas, tu l'auras quand même. Et puis on va le voir aussi certainement sur On n'est pas couché, des paroles et des actes, etc., etc. On va avoir une espèce de lancement, voilà, comme quand on lance le nouveau parfum de Dior ou de Chanel. Voilà, il y aura une grande orchestration médiatique, sauf que là, le parfum est un peu avarié, ça sent pas très bon. Bon. Alors ça, c'est l'affaire Juppé, qui évidemment est à suivre. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi.